sourire figé par la chirurgie esthétique, mais inoxydable. À l'automne dernier, Silvio Berlusconi repart pour un énième tour de piste, allié de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien d'extrême droite. Viva Giorgia! Jusqu'au bout, le Cavaliere reste sur scène, près du pouvoir. Un homme de spectacle qui a commencé sa carrière comme chanteur à bord des paquebots de croisière dans les années 60. Silvio Berlusconi fait ensuite fortune dans l'immobilier et bâtit un empire médiatique, Fininvest, en développant la télévision par câble en Italie. En 1986, c'est lui qui lance en France la première chaîne commerciale privée et gratuite, la 5. Moi, je fais la télévision et je préfère parler des programmes et faire les choses concrètes. La chaîne est mise en liquidation 6 ans plus tard, mais Berlusconi, lui, s'est lancé dans le football en achetant le Milan AC, un tremplin pour sa carrière politique. Avec son parti de droite, Forza Italia, il conquiert le pouvoir en 1994. Il sera Premier ministre à 3 reprises durant 9 ans. Adulé ou détesté, il détonne avec son style, ses frasques, ses scandales. En 2010, c'est l'affaire des soirées Bunga Bunga. Des fêtes orgiaques pendant lesquelles il aurait eu des relations sexuelles avec des prostituées mineures. Le Cavaliere assume et provoque. Bravo, j'ai envie de vous inviter au Bunga Bunga. Il est condamné à 7 ans de prison pour cette affaire, puis innocenté en cassation. Surnommé par ses adversaires le Caïman, sa chute intervient en 2011 lors de la tourmente des dettes européennes. Les marchés financiers font pression pour son départ. Il sera ensuite condamné pour fraude fiscale et déchu de son mandat de sénateur. Affaibli par le Covid, le Cavaliere a succombé à une leucémie chronique. Lors de ses dernières interviews, il disait n'avoir ni regret, ni remords. Ni regret, ni remords. Quoi qu'on en pense, cet homme a eu un parcours politique tout à fait singulier qui ouvrait la voie à d'autres d'ailleurs qui ont suivi un peu dans le même registre. Il n'a jamais vraiment lâché la vie politique et ce matin les Italiens se sont réveillés en entendant la nouvelle de sa disparition. Bonjour Louise Manois, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la correspondante de TF1 en Italie. Comment a été transmise cette information? Quelles sont les premières réactions? Alors déjà, il faut savoir que les Italiens veillent un petit peu sur l'état de santé de Silvio Berlusconi depuis quelques jours. Ils sont inquiets parce qu'il avait une leucémie qui était connue. Donc déjà, on était un peu dans l'attente de savoir comment était soignée sa leucémie. On avait appris qu'il était retourné à l'hôpital il y a quelques jours. Et ce matin, les Italiens ont vu les proches de Silvio Berlusconi se précipiter à l'hôpital en attendant cette nouvelle qui a donc été confirmée. Silvio Berlusconi est parti et c'est tout un pan de la vie italienne qui s'en va. Pour les Italiens, c'est un visage qui a toujours été présent dans leur foyer, par la télévision et bien sûr avec toute sa vie politique. Donc c'est une grande page de leur histoire qui se tourne aujourd'hui et ils vont attendre et veiller, guetter les annonces qui vont suivre pour savoir comment leur voir à Silvio Berlusconi qui a marqué la vie italienne sera organisé dans les prochains jours. Est-ce que vous diriez, Louise, qu'il était encore très populaire ? Alors ça, c'est une question assez délicate parce que tout le monde a un avis sur Silvio Berlusconi. Il a évidemment scindé l'opinion. Même ceux qui ne l'aiment pas, qui n'ont pas apprécié sa figure politique, il y a quand même une sorte de tendresse envers cet homme qui était très humain, qui a marqué la vie politique en partant. Donc on a retracé sa carrière dans le sujet qui a été précédemment diffusé avec sa carrière dans la chanson, puis sa carrière d'homme d'affaires. Donc il y a toujours un côté assez proche de Silvio Berlusconi, plus de l'homme que de la politique. Donc chacun des Italiens est quand même assez attaché à ce personnage, même ceux qui étaient ses adversaires politiques. C'est-à-dire qu'il savait avoir un contact avec les Italiens, il savait parler aux Italiens, au cœur des Italiens. Ça n'était pas du tout la froideur de certains élus. Il avait en cela un contact particulier quand même avec la population. Absolument, un contact particulier et privilégié avec la population et c'est aussi lui qui a introduit la politique spectacle dans la scène politique italienne et qui a fait en sorte que tous les Italiens s'intéressent avec intérêt ou avec rejet au tournant qu'a pris la vie politique italienne après sa présence. Alors on verra quel souvenir il laissera durablement évidemment dans la vie politique italienne. Est-ce que là, tout de suite à chaud, vous diriez que son bilan est positif ou négatif, Louise, pour l'Italie ?
C'est assez difficile à dire. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de parler avec l'Italien puisque la nouvelle vient de tomber. Il y a plutôt un bilan assez positif pour les Italiens parce que ça a changé le rapport à la vie. Je suis désolée, je vais être obligée de vous laisser. J'ai beaucoup de... Mais je vous en prie, Louise, bien sûr. Vous venez d'apprendre la nouvelle. Merci de nous avoir consacré déjà certaines minutes. La question du bilan, de toute façon, n'est pas facile à établir à chaud, encore une fois. Quand les esprits se seront remis de cette nouvelle, on pourra dire... Bon, c'est vrai que quand quelqu'un décède dans la vie politique française, on est toujours tenté de voir plutôt les choses positives qu'il a laissées que des choses négatives. Ça dépend du point de vue. Bernard Guetta. Écoutez, je dirais que pour lui-même, le bilan est excellent. Il a accumulé une fortune colossale, notamment par les moyens de la corruption, très probablement à ses débuts grâce à des liens avec la mafia qui ont toujours été soupçonnés, allégés. Ça a été documenté, ça ou ça n'a jamais été prouvé. Ouais. Mais il y a un faisceau de présomption qui est quand même très, très, très accablant. Il n'est pas le seul dans la vie politique italienne. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Mais disons que ça ajoute au faisceau de présomption. Mais à part ça, il a introduit la vulgarité sur les ondes et la télévision. Ce n'est pas négligeable quand même. Il a introduit la corruption en politique, la corruption morale et la corruption financière. Il a introduit une image de la politique absolument détestable. C'est-à-dire que ce n'est plus le dévouement au service public, ce n'est plus le dévouement à la nation, mais c'est un cirque permanent en faveur de son image, de sa présence et... On disait tout à l'heure que les Italiens étaient attachés à lui. Je peux vous dire qu'à droite comme à gauche, je connaissais personnellement beaucoup de gens auxquels il inspirait une horreur absolue. Et ce n'était pas que dans des cercles intellectuels restreints. Non, pas du tout, pas du tout. C'était une moitié de l'Italie. Mais en même temps, cet homme était un acteur, cet homme était un séducteur, affable, toujours le petit mot pour rire, etc., etc. Et ce n'était pas, je vais vous surprendre, ce n'était pas un méchant homme. Il avait une générosité. Il savait distribuer ses billets, un peu comme... enfin, bon, on va pas dire comme qui. Il savait distribuer ses billets, il savait secourir, et donc il était abordable. C'était un homme comme tout le monde, c'était un homme comme nous. C'est comme ça qu'ont perçu sans doute beaucoup d'Italiens aussi. Oui, c'est ce que je veux vous dire. C'est le caractère humain. On va tout de suite... avant de revenir vers vous, bien sûr, Magali Barthez, prendre, parce qu'en ligne, un de vos anciens confrères, Philippe Ridet, qui a été très longtemps à Rome, qui connaît parfaitement la société italienne. Merci d'être avec nous, Philippe Ridet. Au minimum, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Silvio Berlusconi, décédé ce matin, aura structuré la droite de la vie politique italienne de façon spectaculaire. Oui, c'est son premier bilan, parce que son bilan en tant que chef de gouvernement n'est pas aussi brillant qu'il le dirait lui-même, ou qu'il l'aurait dit en tous les cas, mais son génie politique est aussi un génie entrepreneurial, c'est-à-dire qu'il a réussi à réunir dans son camp ce qu'il appelait lors des premières élections de 1994 le camp du bon gouvernement, à savoir la droite modérée, ce qui restait de la démocratie chrétienne qui avait été balayée par l'opération Main propre, l'extrême droite de la Ligue du Nord, la droite nationaliste, très puissante au sud, post-fasciste de Gianfranco Fini, et enfin une partie du centre catholique de Casini. Et donc il a un peu récupéré comme ça des parts de marché qu'il a additionnées, un peu comme il l'aurait fait en tant que chef d'entreprise. Et c'est ça son bilan, c'est cette faculté qu'il a eue à construire des alliances en permanence, un peu de la carpe et du lapin, si on veut, mais en tous les cas, ça a marché quasiment à chaque fois. Il a été chef de gouvernement, sauf erreur,
3 fois. Et c'est vrai qu'il a eu cette particularité de faire irruption sur la scène politique italienne en ayant, comme vous le disiez, un parcours entrepreneurial assez impressionnant. Il avait des télévisions, il avait un club de foot, une espèce de tapis XXL, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a gagné les élections de 1994, quasiment à peine un an après avoir fondé son parti, Forza Italia, lequel parti, les cadres de Forza Italia, c'était les cadres de ses entreprises au début. C'est un parti qui s'est monté comme on monte une filiale, c'est-à-dire il a pris les meilleurs cadres de son entreprise dans l'immobilier à l'époque et dans les médias. Il a mis ses médias à son service, il a trouvé un espèce de slogan, celui du bon gouvernement, et allez, hop, c'est parti comme ça. Mais il faut aussi rappeler que le contexte politique de l'époque était une sorte de désert. Enfin, il y avait eu cette opération main propre qui avait quasiment éradiqué toute la classe politique italienne. Donc il est apparu sur un désert. Et c'est ça aussi, le talent politique, c'est de savoir saisir les bons moments pour effectivement s'imposer. Ça a été son cas. 3 fois chef du gouvernement, il a eu des victoires. C'est aussi un homme qui sait rebondir. Depuis toujours, il essaye en tout cas. Ah bah oui, c'est une sorte de je sais pas comment on appelle ça, de zébulon. Enfin, en tous les cas, à chaque fois qu'on a annoncé la fin de Berlusconi, et je connais des générations et des générations de journalistes italiens qui ont annoncé la fin de Silvio Berlusconi. Et moi-même, j'ai pu le faire aussi quand j'étais correspondant, et on s'est toujours trompé. J'ai posé la question, c'est peut-être un peu binaire, mais dans le fond aussi, c'est important de savoir quelles traces laissent les hommes politiques qui ont été si présents. Du bon ou du mauvais? Il a fait du bien, l'Italie, ou pas? Il lui a rien fait, on peut dire, ce qui est déjà un moindre mal. C'est-à-dire qu'il n'en a pas fait une grande puissance régionale, il n'en a pas fait une grande puissance économique. Il a un peu laissé l'Italie dans l'état dans lequel il l'a trouvé, ce qui est un moindre mal à mon avis. D'accord. Il n'a pas... Parce que c'est vrai, vous parliez de la vulgarité. Restez avec nous si vous pouvez, Philippe Ridet, Magali Barthez. Oui. Il a introduit un style politique quand même, qui n'était pas fréquent en Europe. Oui, ça c'est sûr. On vient de voir le sujet qui a été passé sur Silvio Berlusconi, ses déclarations sur les femmes, notamment les détails sur les soirées, les fameuses soirées Bunga Bunga, ont fait les gros titres de toute la presse italienne et en fait, on comme vous le disiez, introduit cette vulgarité dans la politique italienne. Mais en même temps, c'était un showman aussi assez stupéfiant. Moi, je suis allée à des meetings de Forza Italia il y a des années en Italie. C'était un show à l'américaine, en fait. Il a fait, finalement, avec Forza Italia, il a fait une espèce d'OPA sur la droite italienne, mais avec tout ce qu'il avait comme il connaissait parfaitement les médias, comme il était propriétaire des médias, tout ça, il en jouait parfaitement. Et tout ça l'a aidé à déjà arriver au pouvoir et ensuite à se maintenir au pouvoir. Il y a des côtés Trump chez Berlusconi. Ce que disait Bernard Guetta tout à l'heure. Il a ouvert la voie à Trump d'une certaine façon. Parce qu'il se pose finalement en candidat, quand il arrive au pouvoir, anti-système. Justement, lui n'est pas un professionnel de la politique. Il dénonce une classe politique finalement qui ne fait plus rien, qui n'a rien fait, qui n'est pas là pour les véritables intérêts des Italiens, et c'est comme ça qu'il se propulse au pouvoir. Donc c'est intéressant de voir en effet les parallèles. C'est un espèce de Trump avant l'heure Berlusconi, et c'est vrai que cette façon aussi de vouloir s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, à 86 ans, être encore dans le coup de la politique italienne, ça montre bien à quel point il n'envisageait à aucun moment de céder les rênes à quelqu'un d'autre. Vous disiez, est-ce qu'il est encore populaire aujourd'hui, Berlusconi? Finalement, il suffit de regarder le score que son parti a fait à la dernière élection, c'était en septembre dernier. Il fait 8%, Berlusconi. Il pèse 8%. Donc il pèse 8%, sauf que, eh bien, il s'allie avec le reste de la droite, donc il finit quand même par se mettre au centre du jeu d'une certaine façon. Philippe Ridet, quand il arrive au pouvoir, c'est un homme d'affaires, encore une fois, des affaires florissantes plutôt. Comment vous situez à l'époque ses convictions? C'est un opportuniste ou c'est un homme libéral? C'est un conservateur? C'est un réactionnaire? Comment vous le définissez? C'est un libéral.
c'est un libéral. Il reproche à l'État italien d'être beaucoup trop présent, d'être beaucoup trop, comment dirais-je, grippe-sous. Enfin, le grand combat de Silvio Berlusconi, c'est pour le moins d'État et c'est pour le moins d'impôts. C'était quand même ces grands slogans. Donc oui, c'est un libéral d'un genre un peu nouveau, comme on vient de le dire, c'est-à-dire on a longtemps dit, et je crois que c'est toujours vrai, que l'Italie est une sorte de laboratoire un peu politique des tendances européennes, je dirais. C'est vrai que le rapprochement avec Trump est évident, il est aussi évident avec d'autres leaders populistes européens. Il a introduit ça, il a introduit d'une certaine façon une forme de naturel dans la politique, c'est-à-dire je suis comme je suis et aimez-moi pour ce que je suis. Voilà, c'est un peu ça qui explique cette relation quand même sur laquelle il faudra se pencher un jour, la relation qu'il a construite avec les Italiens. Moi, quand je suis arrivé dans ce pays en 2008, la question que je me posais, c'était de savoir si c'était les Italiens qui avaient fabriqué Berlusconi ou si Berlusconi était à l'image des Italiens. Et cette question-là, je me la suis posée jour après jour, je n'ai pas trouvé la réponse, mais il est évident qu'il y a une forme de lien un peu indéfectible entre Silvio Berlusconi et les Italiens. Je pense que peut-être aussi, on peut expliquer sa popularité par le fait de son impuissance aussi. Je pense que son côté clown n'a pas forcément dérangé les Italiens, qui sont eux aussi extrêmement libéraux et attachés à un État fédéral, décentralisé, etc. Et l'idée d'avoir à leur tête quelqu'un qui ne faisait pas grand-chose et qui avait peu de succès ne les dérangeait pas plus que ça, puisque comme ça, ils pouvaient faire affaire l'histoire. Oui. Thierry Volton nous rappelait il y a quelques instants qu'il avait plusieurs fois confessé une amitié appuyée, on va dire, à l'égard de Vladimir Poutine. Berlusconi, c'est un libéral en économie, c'est un libéral aussi sur le plan sociétal, ou il avait des tendances autoritaires? Parce qu'il a l'air d'aimer les pouvoirs autoritaires. Oui, il aimait les pouvoirs autoritaires, mais pourquoi il aimait à ce point Poutine? Bon, peut-être pour des raisons privées, je ne sais pas. Mais c'est aussi parce que l'Italie était très dépendante des matières premières et de l'énergie russe. Et voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement réaliste. L'Italie est une puissance qui doit autant pour son approvisionnement énergétique à la Russie et pour sa défense aux États-Unis. Donc, il a essayé de trouver une espèce de voie médiane, comme ça, entre les deux blocs. Et il a fait ses affaires au gré des intérêts de l'Italie et peut-être un peu des siens aussi. Merci. Restez avec nous, Philippe Ridès, si c'est possible. Je vous rappelle, nous sommes en émission spéciale. On a appris il y a 3/4 d'heure la disparition de l'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, qui a irrigué la vie politique italienne pendant des années. On va parler aussi de l'influence qu'il a pu avoir sur l'Europe. Nous sommes avec Magali Barthez, Damien Fleureau, Adrien Jeanne, vous nous avez rejoint. Il avait tissé des liens particuliers avec la classe politique française? Oui, mais avec une double relation, je dirais. Il y avait une part de la classe politique qui nourrissait pour lui une forme d'admiration pour sa longévité, 3 fois président du Conseil, l'un des dirigeants italiens qui a le plus exercé le pouvoir en Italie depuis que la République est advenue. Bien évidemment, une popularité à des moments de sa vie que beaucoup lui auraient envié, et en même temps une forme de distance et de retenue d'une autre part de la classe politique. Parce que Silvio Berlusconi avait ceci de sulfureux qu'il était à mi-chemin entre la politique et le monde des affaires, entre les scandales publics, les scandales privés. Naturellement, ce n'était pas une manière de faire de la politique dont on pouvait se revendiquer publiquement et qu'on pouvait ériger en modèle public. Pour dire les choses assez simplement, il y a aussi une part de la droite qui lui a envié sa capacité à faire l'union et à se maintenir au pouvoir. Dans la période récente, bien sûr, puisque c'était une union avec Meloni et Salvini, mais y compris par le passé, parce que Berlusconi, quand il était au pouvoir, était déjà dans des démarches d'union. Le système électoral italien est tel qu'il n'est pas possible de gouverner à un seul parti, même si les choses ont beaucoup évolué au fil des ans. C'est cela aussi. Il y avait, quand il était à la tête du pouvoir, une complicité
avec Nicolas Sarkozy, on peut le dire, un lien assez facile, assez direct. On a déjà d'ailleurs eu des images même de franche camaraderie entre les deux hommes. Mais naturellement, ça ne s'est pas vu avec d'autres pouvoirs politiques, même si on peut rappeler qu'il a aussi été un investisseur français à l'époque d'un président socialiste, lorsqu'il était financier de la 5. À l'époque, le pouvoir était socialiste en France et ça n'a pas empêché de travailler. François Mitterrand, on se souvient, on va retrouver ces images d'archives, effectivement, avec cet accord qui semblait absolument inouï et qui a provoqué beaucoup de réactions à l'époque, la Cinque. La Cinque, on se souvient, on va revoir ce sigle. Oui, et en fait, c'est vrai, on l'a dit, il a mis en place ce qu'on appelait la vidéocratie, c'est-à-dire cette prise du pouvoir par les médias. Certains ont qualifié les chaînes de télévision de Silvio Berlusconi de télépopulistes. Et c'est vrai que le nom de son courant, Forza Italia, allait bien dans ce sens. Mais c'est vrai que, il a toujours assumé des programmes télévisés racoleurs, mais qui faisaient le succès de ses affaires. Et puis Silvio Berlusconi, c'est aussi le sport, avec la propriété de l'AC Milan, club mythique, et qui a aussi sans doute participé à une très grande popularité dans son pays.